Merci d'être avec nous ce matin, Agnès Canaillé, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élue de la Seine-Maritime, apparentée au groupe Les Républicains. Vous êtes l'une des rapporteurs de ce texte sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. L'examen a débuté hier, on va évidemment en parler dans quelques instants. Mais d'abord, la réforme des retraites, évidemment, qui est toujours dans l'actualité. Ça y est, le texte a été présenté en Conseil des ministres. Il arrivera en commission dès lundi à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un texte que vous voterez en l'état ? Écoutez, oui, puisque le Sénat a toujours voté de manière constante les propositions qui sont dans ce texte de loi, à savoir les 64 ans et les 43 années de cotisation. Donc nous sommes cohérents, nous sommes dans la lignée. Donc le Sénat votera sans problème. En tout cas, la majorité sénatoriale votera, même si nous aurons effectivement sûrement des amendements d'amélioration de ce dispositif extrêmement technique et complexe, mais qui a quelques, et on l'a vu encore avec l'actualité, difficultés de bord qu'il faudra certainement corriger. Notamment sur quoi ? Parce qu'on entend des sénateurs Les Républicains s'inquiéter notamment sur le fait que certains Français vont devoir cotiser 44 ans. Est-ce que ça fait partie des choses que vous allez chercher à modifier dans le texte ? Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie des dispositions pour qu'il y ait une plus grande égalité, notamment sur les carrières longues. Il y a aussi toute la question de la pénibilité, sans remettre en question tous les critères, mais au moins mieux accompagner les carrières et les fins de carrière. Je pense qu'il y a pas mal de propositions à faire aussi sur le travail des seniors, notamment dans la transmission aussi, parce que ils sont aussi des atouts pour les entreprises, et il y a certainement moyen aussi d'atténuer les dernières années, notamment sur des postes un peu difficiles. Avec aussi des mesures coercitives, parce que beaucoup disent l'index senior qu'il y a dans le texte, ça suffit pas. Hier soir, Olivier Véran a dit qu'il était ouvert sur ce sujet à des modifications parlementaires. Il faut des mesures plus coercitives ? Oui, je pense qu'il faut aussi inciter fortement les entreprises à maintenir les seniors dans les entreprises et à les utiliser de manière positive en leur confiant des responsabilités, et notamment de transmission aux plus jeunes. Je pense qu'ils ont un rôle majeur à mener dans ce domaine-là. Et puis on l'a vu, il y a cette polémique, cet incendie allumé par Franck Riester sur notre antenne qui dit que les femmes seraient un peu pénalisées par cette réforme. Hier, aux questions d'actualité, Elisabeth Borne a dénoncé un faux procès. Nous protégeons les femmes qui ont une carrière incomplète et hachée, les femmes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont des petites pensions. Vous êtes convaincu par ça ? Écoutez, c'est un couac de communication. Alors c'est vrai qu'à la fois les femmes sur les montants des pensions et notamment des minimums en profiteront largement, puisque c'est elles qui ont les carrières les plus hachées et qui ont le moins de cotisations totales, leur permettant d'avoir une retraite pleine et entière. Néanmoins, on voit bien que l'allongement du délai de cotisation et du report de la retraite, surtout, ne profitera pas aux femmes qui ont une carrière et en même temps qui ont eu quelques maternités. Voilà. Mais est-ce que c'est une réforme anti-femme, comme on l'entend du côté de la gauche ? Non, je ne pense pas que c'est une réforme anti-femme. Il y a des effets de bord sur les femmes qui ont effectivement un allongement qui pèsera plus pour elles que pour les hommes. Mais globalement, les femmes qui ont des carrières hachées, elles, profiteront du minimum de retraite. Donc, c'est un équilibre à trouver, et peut-être qu'il y aura des mesures de perfectionnement à introduire, et ça, le Sénat fera son job. Et le Sénat qui examinera ce texte en mars. En attendant, le Sénat examine en ce moment même un texte sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'examen a débuté hier. Vous en êtes l'une des rapporteurs. On voit ce qui s'est passé hier en séance avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Anne, bonjour madame la sénatrice. Bonjour. Et Steve, le Sénat examine donc depuis hier un projet de loi qui porte sur les JO 2024, mais on a surtout parlé sécurité hier au Sénat. Oui, sur ce point, le gouvernement et le Sénat sont d'accord. Il faut muscler le jeu en matière de sécurité. Il faut dire que les chiffres donnent un peu le vertige. 15 000 athlètes sont attendus pour les Jeux, 4 milliards de téléspectateurs à travers le monde, 800 000 personnes à acheminer chaque jour en France, 50 000 forces de sécurité publiques et privées seront déployés. Alors tout ça demande un peu d'organisation et d'anticipation. C'est tout l'objet du texte présenté hier par le gouvernement. Un texte trop axé sur la sécurité pour les communistes. Écoutez. Nous ne pouvons que regretter et dénoncer un texte hautement sécuritaire qui porte mal son nom. Il est bien dommage que ce texte nous parle moins de sport que de sécurité. Ce projet de loi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est un cheval de Troie, tant les dispositions attentatoires aux libertés et droits fondamentaux qu'il comporte seront susceptibles d'être pérennes, et c'est déjà le cas pour 11 d'entre elles.
Et si pendant la séance, il a notamment été question d'une mesure en particulier? Oui, de l'introduction de caméras intelligentes dans le dispositif de sécurité. Ce sont des caméras qui permettent de détecter des mouvements de foule suspects. Concrètement, des algorithmes seront utilisés pour repérer des comportements jugés anormaux. Ces comportements seront automatiquement signalés aux forces de l'ordre qui décideront s'il faut ou pas intervenir. Il s'agit pour l'instant d'une expérimentation, mais une expérimentation qui pourra tout de même être utilisée jusqu'en juin 2025, soit après les JO. Gérald Darmanin a expliqué le fonctionnement de ces caméras. Écoutez-le. Elle pourra regarder quel est l'événement que nous souhaitons retrouver, ou la situation que nous souhaitons retrouver, ou le comportement que nous souhaitons retrouver. Un rassemblement extrêmement intempestif, une casse d'abribus, un sac posé par terre. Il ne visera pas à rechercher Monsieur Dossus, Monsieur Darmanin ou Monsieur Durin. Ces caméras de sécurité intelligente, la majorité sénatoriale est pour, à condition que leur utilisation soit encadrée. Le Sénat soumet le dispositif à des mesures de contrôle humain, à la formation des personnes habilitées à accéder au signalement ou encore à l'accompagnement et au contrôle de la CNIL. Des garanties loin d'être suffisantes pour les écologistes. Écoutez. Et ne vous faites pas d'illusions sur les garde-fous qui ont été introduits dans cette loi. L'expérimentation qui est proposée ici n'offre donc aucune garantie sur les droits et libertés des personnes, pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que ces algorithmes ne sont ni contrôlables ni transparents. Agnès Canaillé, on l'entend, la gauche est vent debout contre l'utilisation de ces caméras. Elles présentent des risques pour nos libertés individuelles, selon vous ? Effectivement, c'est un dispositif qui est innovant. Et c'est une innovation qui est majeure, relevée comme telle par tous, mais nécessaire, vous l'avez dit, dans le cadre de cette sécurisation des Jeux Olympiques, qui sont un événement d'ampleur inédite, notamment avec la cérémonie d'ouverture en plein air, qui est du jamais vu. Donc il faut, pour ce type d'événement, avoir des outils, d'autant que le risque terrorisme est encore extrêmement présent sur notre territoire. Il ne faut pas se le cacher. Donc, dès lors que l'on met en place des outils de vidéoprotection, et a fortiori intelligente, donc couplée à des algorithmes, il y a des traitements de données personnelles, donc il y a atteinte à des libertés individuelles. Le tout est de trouver le juste équilibre et de mettre dans la balance entre opérationnalité, sécurité nécessaire et garantie des droits et des libertés, suffisamment de cliquets pour assurer que ça ne penche pas dans le mauvais sens. C'est ce qu'a fait d'une part le gouvernement en réécrivant le texte après le passage devant le Conseil d'État et la CNIL, et ce qu'on a fait au Sénat en renforçant encore ces garanties. Vous les avez citées, notamment sous le contrôle humain, avec le contrôle permanent de la CNIL et avec des obligations de formation. Donc je pense qu'aujourd'hui, eu égard à l'enjeu, nous sommes arrivés à un système proportionnel. Donc, c'est pourquoi nous avons voté ce texte. Il n'y aura pas de reconnaissance faciale utilisée. Vous le regrettez ? Vous auriez souhaité qu'on utilise la reconnaissance faciale à l'occasion de ces Jeux Olympiques ? Ça aurait pu être un outil supplémentaire, encore. Ça ne veut pas dire que forcément utilisé, mais un outil supplémentaire, parce que déjà, c'est dans 18 mois les Jeux Olympiques, et on a parlé effectivement d'un événement d'une ampleur qui va susciter un nombre de forces de l'ordre considérable. On sait déjà qu'il va y avoir un problème de recrutement des agents des forces de sécurité privées, pour lesquelles il manque encore aujourd'hui 20 000 personnes. Ça va être une organisation extrêmement ciselée, extrêmement complexe à mettre en place. Donc, à un moment donné, il faut des outils. Cependant, on voit bien que le débat n'est pas mûr. On voit bien qu'à apporter cet outil qui, là, est encore plus intrusif, la reconnaissance faciale, par la voie d'amendement dans un texte sur les JO et pour lequel le gouvernement n'est pas d'accord, on s'est dit que ce n'était pas le moment, ce n'était pas opportun. Oui, mais face au risque d'attentat que vous pointez, est-ce que ça n'aurait pas été un outil nécessaire ? Mais il y a un vrai risque, effectivement. Alors après, derrière, il y a un deuxième sujet, c'est est-ce que c'est opérationnel ? Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de mettre en place cette reconnaissance biométrique ? Telle que l'avait présentée notre collègue Marc-Philippe Daubresse, est extrêmement cernée pour les JO, sur des autorisations de 48 heures, sur des caméras embarquées propres dans des camions, enfin, etc., etc. Donc c'était très, très, très ciblé. Mais on a bien senti que l'opinion publique n'était pas prête, ni la majorité sénatoriale d'ailleurs. Ce texte prévoit aussi la possibilité de recourir à des scanners corporels, donc quand j'arrive au stade. Et si je refuse de me soumettre au scanner, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous serez l'objet d'une palpation, comme habituellement. Donc, il y a le choix, c'est pas une obligation.
Certains considèrent que le scanner est moins intrusif parce qu'on ne vous touche pas. Ça existe déjà dans les aéroports, là c'est étendu effectivement aux enceintes sportives. Voilà, ça existe dans les aéroports, donc il y a forcément une information obligatoire, on l'a rajoutée, et il y aura une solution alternative, c'est la palpation corporelle. Il y a des inquiétudes de la part de certains qui disent que ce texte qui est fait pour les JO et face à l'ampleur évidemment du dispositif aux JO ne contiennent des dispositifs qui vont devenir pérennes et qui donc vont porter atteinte aux libertés publiques de manière durable. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a un intitulé du texte qui est sobre, Jeux Olympiques et Paralympiques. Sauf que quand on regarde sur les 19 articles, il n'y en a que 8 qui concernent spécifiquement les Jeux Olympiques. Le reste, c'est des mises en conformité de dispositifs, ou alors, comme la vidéoprotection intelligente, une expérimentation dont les JO sont un accélérateur. Oui, mais on le voit bien par exemple l'histoire de la possibilité pour le SECOS, qui est le centre de coordination opérationnelle en matière de sécurité dans les transports, d'élargir les visionnages dans le respect des garanties constitutionnelles des images qui sont rendues par les caméras de la RATP et la SNCF. Ça a manqué au moment des épisodes du Stade de France. Donc il y aura d'autres grandes compétitions, on aura les mondiaux de cyclisme en 2027. Donc, il y a un moment donné, on en aura encore besoin. Et puisque vous reparlez de cette finale, ce fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, est-ce que ce texte, il répond à ça ? Est-ce qu'avec ce texte, un tel fiasco pourrait ne plus se reproduire ? Écoutez, malheureusement, je pense que des fiascos, il y en aura toujours, parce que c'est aussi une question d'organisation et de coordination, et de la manière dont s'est anticipé ces grandes manifestations. Et on sait qu'on va en avoir encore de nombreuses. Elles ne sont pas simplement sportives, elles peuvent être aussi culturelles. On va avoir des commémorations du débarquement, du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Enfin, il y a plein d'événements. Bref. Des dispositions ont été introduites, notamment plus grande incrimination quand on s'introduit frauduleusement dans un stade ou qu'on s'introduit sur une aire de jeu, et puis l'obligation de mettre en place des billets infalsifiables. On avait vu que c'était un des gros enjeux. Donc ce sont des dispositions. Vous assurez qu'à elles toutes seules, elles assureront la sécurisation de toutes les manifestations sportives. Ça, je pense que nous en sommes loin. Selon vous, on est prêt ? La France est prête aujourd'hui à accueillir les JO ou pas ? À l'heure d'aujourd'hui, non. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a encore 548 jours, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un enjeu de taille. Je sais que effectivement, tous les acteurs sont mobilisés. Beaucoup, que ce soit le COJO, que ce soit le DIJOP, le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, évidemment le gouvernement. Et beaucoup de ministères sont sensibilisés à ce sujet-là, qui va, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, devenir un sujet premier pour l'ensemble des actions. Donc il y a beaucoup de réunions, mais c'est un enjeu de taille. Il faudra être au rendez-vous. Il y a une vraie pression. Nous, on suivra de près pour être sûr que tout sera prêt pour l'ouverture en juillet 2024. Hier soir, Gérald Darmanin a dit qu'il ne pouvait pas dire s'il sera nécessaire ou non de recourir à l'armée pour sécuriser les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, effectivement, c'est un peu tôt, mais il faut le prévoir. Mais on ne peut pas le prévoir d'entrée de jeu. C'est un moyen supplémentaire et qui sera subsidiaire. C'est-à-dire que si on n'a pas les forces de l'ordre publiques suffisantes et privées en nombre aussi suffisant, alors il y aura toujours le recours à l'armée. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, alors qu'on est encore à plus de 18 mois, on recourra à l'armée. Il y a cette possibilité-là. Je pense qu'il faudrait pouvoir s'en passer parce qu'il y aura, et c'est un débat que vous aurez, la sécurisation de tous les autres événements sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des inquiétudes fortes de peur, et on a eu ces débats-là hier, que les JO rendent impossible les autres festivals, les autres manifestations, notamment culturelles. Donc il y a les JO, mais il y a aussi le reste, et il faudra trouver le juste équilibre. Donc dire aujourd'hui, effectivement, qu'on réquisitionnera l'armée, c'est un peu tôt, mais on sait que c'est une possibilité. Est-ce que juste sur cette question des festivals, il y a eu un manque d'anticipation de la part du gouvernement ? Ça ne date pas de quelques mois, cette désignation de la France pour accueillir les Jeux Olympiques. Est-ce que, quelque part, le gouvernement a trop tardé à réagir sur cette question de la culture et des festivals ? Oui, je pense que la circulaire qui vient d'être transmise au préfet, effectivement, a un peu encore allumer le feu sur ce sujet-là, parce qu'il y a une vraie inquiétude de pouvoir organiser, parce qu'on sent bien qu'il va y avoir une focalisation de l'ensemble des forces de l'ordre sur les Jeux Olympiques. On voit que c'est chaque préfet qui décidera.
Bon, reste à savoir comment ça se fera dans le dialogue avec les collectivités locales. Ça veut dire des risques d'inégalité territoriale ? Il y aura des risques d'inégalité, mais déjà, de toute façon, les Jeux Olympiques ne sont pas sur les territoires. Il y a 63 collectivités hautes, il y a des territoires qui n'ont pas de JO. Donc, les territoires qui n'ont pas de JO, il y aura moins de danger, moins de sécurisation. Alors voilà, est-ce que pour eux, ça ne sera pas plus simple ? Tu as une autre question ou pas ? Oui, sur les tests génétiques. Le texte prévoit effectivement la possibilité de recourir à des tests génétiques sur les sportifs en matière de lutte contre le dopage. On est en retard en la matière ? Oui, la France est en retard et la France a tardé à se mettre en conformité avec le Code mondial antidopage. C'est une demande de longue haleine de l'ITA, qui est l'instance de contrôle, et l'Agence française de lutte contre le dopage. On a signé les engagements internationaux en 2007 et on s'était toujours pas mis en conformité. Donc, nous, on a considéré au départ, c'était prévu uniquement pour les Jeux Olympiques. Nous avons considéré au Sénat que dès lors que c'est une mise en conformité avec des engagements internationaux, il fallait que ce soit pérenne. C'est pour ça qu'on a réécrit l'article 4 qui introduit les tests génétiques avec de nombreuses garanties, parce que là aussi, il y a des enjeux d'atteinte aux libertés individuelles, notamment l'impossibilité d'identifier, de ne pas connaître le patrimoine génétique total, et puis l'information nécessaire et obligatoire de l'athlète. Donc c'est un dispositif qui sera utilisé pour tous les événements sportifs, pour toutes les compétitions sportives à partir de maintenant. Oui, mais écoutez, les athlètes français sont déjà testés à l'étranger, alors on ne voit pas pourquoi ils ne peuvent pas être testés en France. Concernant l'actualité concernant ces Jeux Olympiques, hier, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a demandé à Emmanuel Macron de ne pas accueillir d'athlètes russes pendant les JO 2024. Qu'en pensez-vous ? Bah écoutez, on connaît la situation de l'Ukraine dramatique aujourd'hui et si le président de la République ukrainien est remarquable dans sa maîtrise et dans son commandement, on voit aussi qu'il a une forte communication et qu'il fait pression sur tous les États. Je pense que par contre, ce n'est pas une décision qui dépendra du président de la République, mais bien du CIO. Donc je ne pense pas que ce soit Emmanuel Macron qui soit à la manœuvre pour décider si les athlètes russes participeront ou pas. Et Emmanuel Macron qui a dit au moment de la Coupe du Monde de foot qu'il ne fallait pas politiser le sport, il peut prendre position là-dessus, après avoir dit ça ? Écoutez, il peut toujours prendre position, mais ce n'est pas lui qui a la main sur cette décision-là. C'est bon, Steve ? Oui. Allez, à tout à l'heure pour parler de ce texte. On parlera du texte, effectivement, et des JO 2024. On va parler de l'actualité dans votre département. On va essayer de se connecter à Thierry Rabillet du côté de Rouen dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler d'une actualité qui concerne également la Seine-Maritime. Ça concerne tout le territoire, mais notamment le vôtre. C'est la décision annoncée par Marc Fesneau de ne plus recourir aux néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, dits tueurs d'abeilles, qu'utilisaient notamment les producteurs de betteraves. On sait que c'est un sujet important dans votre département. Est-ce que Marc Fesneau a eu raison de prendre cette décision ? Bah écoutez, il n'avait pas beaucoup de choix parce que cette décision, elle lui est imposée par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc la France faisant partie de l'Europe, il est normal qu'elle se mette en conformité avec les décisions de justice. Il y avait déjà des dérogations pour la France et Marc Fesneau a dit pas de troisième année de dérogation. Oui, il y avait déjà des dérogations, mais si c'est pour être sanctionné et être condamné lourdement, et on sait que de toute façon on avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Maintenant, c'est vrai que c'est un enjeu fort pour les betteraviers. Moi, je connais particulièrement cette question en Seine-Maritime, qui est un gros producteur de betteraves, et ça fait partie de l'économie de la polyculture élevage de nos fermes normandes. Et déjà que l'élevage aujourd'hui souffre de la hausse du coût de l'énergie, le lin c'est très sujet au changement climatique. Bon, maintenant la betterave qui vient aussi perdre sa rentabilité. Donc c'est compliqué. Il faudra que le gouvernement trouve des solutions. D'abord qu'il y ait de plus en plus de recherche en la matière, parce qu'il faut trouver des solutions alternatives. Et on voit que ça évolue très lentement. Et puis, il faudra trouver aussi des modalités d'indemnisation, parce que ça va mettre en péril toute une filière, et pas simplement agricole, mais aussi toute la filière du sucre. Il y a des sucreries, une sucrerie de Fontaine-le-Dain. Derrière, c'est aussi le transport par des camions. Bref, il y a tout un écosystème autour du sucre. Et ces derniers éléments, c'est pour faire importer du sucre venu d'Amérique du Sud, qui, lui, est cultivé avec des néonicotinoïdes. Je vois pas très bien ce qu'on aura gagné. Vous dites une inquiétude évidemment pour les producteurs de betteraves. Marc Fesneau a promis de les soutenir. Est-ce que vous êtes inquiète sur le soutien du gouvernement ou est-ce que vous avez toute confiance en Marc Fesneau ? Écoutez, j'aurais plutôt confiance en Marc Fesneau qui connaît bien ces sujets. Maintenant, il faut voir. Et il faut voir à quelle hauteur et il faut voir si cette indemnisation, qui ne peut pas être une solution pérenne,
comment aussi des solutions vont être trouvées pour aider les agriculteurs à continuer à produire de la betterave sans atteinte par des virus qui viendraient abîmer la betterave. Bon, on a du mal à se connecter à Thierry Rabier, pour être tout à fait franche. Et pour aller du côté de Rouen, du coup, je vais vous parler de ce dont il comptait vous parler. C'est ce projet de terminal méthanier flottant. Il y a eu des référés qui ont été déposés par les écologistes et qui ont été rejetés. Les écologistes qui disent évidemment qu'ils vont maintenir le combat. Qu'est-ce qui se passe du côté de ce terminal méthanier flottant et est-ce que pour vous, ce projet est toujours indispensable ? Oui, tout à fait. J'avais voté favorablement. Je m'étais exprimé au moment du vote du texte de loi sur le pouvoir d'achat, qui a instauré des dérogations pour la mise en place du terminal méthanier flottant au Havre. On en a besoin parce que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes en ce qui concerne effectivement la fourniture de gaz, et notamment avec la fourniture de gaz russe. Donc il faut trouver des solutions alternatives. On a un problème. Comment avoir suffisamment de gaz pour l'hiver prochain? Donc il faut trouver des solutions. D'autant que les 4 stations de méthanisation sont aujourd'hui pleines, donc il faut trouver d'autres solutions. Alternative, c'est le terminal flottant. Il est flottant, il est donc réversible. Ce n'est pas définitif. Et d'une part. D'autre part, c'est vrai qu'il faut aller vite, parce que c'est l'hiver prochain. Les délais sont contraints. D'où la nécessité de réduire un certain nombre de procédures. On est assez fort en France pour alourdir les procédures et mettre énormément de temps pour sortir des projets. On le voit sur les parcs éoliens offshore, on le voit sur les lignes nouvelles de train, etc., etc. On s'est assuré que tous les contrôles en matière de sécurité étaient assurés. Et sur la sécurité, on a cette vraie culture du risque industriel au Havre, dans cette zone industrielle fortement Céveso. On s'est assuré, ce sur quoi on a raccourci les délais pour travailler en temps masqué et on a raccourci les délais sur les autorisations environnementales, sachant qu'on n'est pas du tout dans un terrain naturel, on est en pleine zone industrielle. Donc je pense que c'est un bien et qu'il faut que cela se mette en place. Il y a eu des débats, l'État, le préfet a mené des réunions d'explication, notamment auprès de la population et auprès des associations, principalement écologistes, qui sont inquiètes sur le sujet. Je ne sais pas s'il a levé leurs doutes, mais moi je suis certaine que ce FSRU est nécessaire. On va terminer en parlant d'une actualité qui se déroulera au Sénat la semaine prochaine, puisque reviendra le texte sur la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. En octobre dernier, le Sénat avait rejeté ce texte à 172 voix contre 139. Et là, il y a une nouvelle formulation de ce texte que vous examinerez la semaine prochaine. Il n'y a plus le mot contraception. Dans la nouvelle formulation, c'est la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que du coup ça change quelque chose ? Écoutez, moi je pense que cette constitutionnalisation de l'IVG, j'ai pas changé d'avis, c'est une fausse bonne idée. On est très attaché, je suis très attachée à l'interruption volontaire de grossesse, qui est un droit fondamental pour les femmes de disposer de leur corps. Mais la constitutionnalisation, elle ne va pas renforcer l'effectivité, contrairement à ce que soutiennent les défenseurs. Ça va pas renforcer l'effectivité du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ça va pas augmenter les moyens financiers des plannings familiaux. Ça va pas, lutter contre la désertification médicale. Et donc ensuite, ça ne protégera pas plus l'IVG ? Ça ne protégera pas plus l'IVG, je pense. C'est symbolique. Mais inscrire dans la Constitution l'IVG pour un symbole, c'est même plutôt dangereux parce que ça va modifier l'état même de la Constitution. Surtout que c'est quand même, passez-moi l'expression, mais dans ce domaine-là, le bal des hypocrites. Parce que personne n'en veut de la constitutionnalisation, c'est le mot long, sous cette forme-là. Personne ne veut d'une proposition de loi qui oblige un référendum. Personne ne veut de l'inscription dans le titre 8 consacré à l'autorité judiciaire. Personne ne veut de cette formulation qui vient de l'Assemblée nationale et qui n'est pas bonne, qui est juridiquement incomplète et qui créerait des effets forts puisque elle empêche la conciliation avec la reconnaissance du droit de l'embryon. Donc véritablement, le gouvernement n'en veut pas. Beaucoup de députés ont voté en disant de toute façon le Sénat retoquera
Donc, ce sera de la responsabilité du Sénat. Donc, ils cherchent auprès de l'opinion publique à faire porter la responsabilité sur le Sénat, d'un Sénat qui passerait comme conservateur? Exactement. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. C'est au gouvernement de trouver la solution, de réunir des constitutionnalistes et de faire des propositions qui, s'il veut aller dans le sens de l'opinion publique, eh bien, permettra d'inscrire au moins proprement dans la Constitution ce droit à l'interruption. Donc, c'est-à-dire à travers un projet de loi et donc pas d'obligation de référendum? Un projet de loi et ensuite un projet de loi bien écrit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on suivra ces débats la semaine prochaine. Merci beaucoup Agnès Canayer d'avoir été avec nous. Et pardon, on n'a pas réussi à se connecter avec la Seine-Maritime, mais vous avez pu parler de l'actualité de votre département. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure d'En Minute. On reviendra sur le texte dont on a parlé, sur le texte sur les JO et notamment l'impact sur les festivals. En 2024, sont-ils menacés? Quel impact pour les territoires concernés? Ce sera le débat du club. D'abord, on va parler du Parti Socialiste avec notre invité Nicolas Maillard-Rossignol.